On va passer maintenant la parole à Monsieur Valory, spécialiste d'écologie forestière, responsable des forêts au WWF. Il connaît particulièrement bien la forêt de Valbonne, qui faisait partie notamment de leur programme Forêt vivante. Monsieur Valory, je vous remercie d'être là et je vous laisse la parole pour votre présentation. Bonjour à tous. Je vais essayer, alors je ne sais pas si vous voyez mon écran, je vais essayer de le mettre en plein écran. Écran, oui, on voit Voilà, comme ça. Est-ce que vous le voyez bien? on le voit bien. Parfait. Donc bonjour, merci à tous, merci de l'invitation. En l'occurrence, je vais essayer de vous présenter un petit quart d'heure, effectivement, en quelques éléments. Enfin, il y a déjà beaucoup d'éléments qui ont été donnés, y compris très concrets, en fait, justement, qui font que ces forêts, c'est ce qu'on appelle souvent anciennes ou matures, en fait, sont effectivement quelque chose qui sont devenus rares, enfin, qui sont rares et qui sont à haute valeur de conservation, donc sur lesquels il y a besoin d'un travail particulier de protection, en l'occurrence. Alors, je vais essayer de distinguer trois parties dans ce que je vais vous présenter. Une première partie qui essayera d'être pédagogique sur qu'est-ce que sont justement ces qualités qui font que ces forêts sont intéressantes. De quoi on parle, en fait? On parle d'ancienneté, on parle de maturité, on parle de diversité. Par d'autres termes, en fait, je me restreindrai à ces trois-là, essayer de vous montrer un petit peu comment, en l'occurrence, ces trois-là sont intéressants et se déclinent ailleurs et peuvent se décliner à la Valbonne. Ensuite, je parlerai, ça a été cité effectivement, de l'étude qu'on a menée entre 2010 et 2013 sur le bassin méditerranéen et notamment sur la partie française de la Méditerranée, qui visait à identifier un petit peu et décrire en fait les hauts lieux de naturalité et les hauts lieux de forestiers de naturalité en Méditerranée, Corse comprise. La Valbonne en faisait partie. Je vous montrerai comment ça se situe et j'interpréterai un petit peu comment ça se situe. Et puis je terminerai par quelques éléments sur lesquels on reviendra sans doute dans la discussion plus large après, et puis surtout dans la présentation de Monsieur Hamad, du professeur Hamad juste après, en fait, sur justement comment protéger cette forêt, que ce soit une protection stricte, comme vient de le demander Annick Schister, et je le partage totalement, ou qu'il y ait des éléments, des outils de protection tout en produisant un peu de bois, si c'est nécessaire, en fait, qui peut être fait. C'est une panoplie en fait, de choses que l'ONF peut faire plus particulièrement. Alors, de quoi on parle en fait quand on parle de qualité de forêt ancienne et mature, en fait, de quoi on parle? On mélange souvent des choses différentes dans la terminologie et c'est juste logique et normal parce qu'en fait, la nature, c'est complexe et ça a différentes dimensions qui sont apparues d'ailleurs et qu'on comprend au fur et à mesure, que le scientifique décrit au fur et à mesure, qui sont apparues au fur et à mesure. Et donc, du coup, on a encore un peu de mal, hein, encore maintenant, en fait, à effectivement souvent trouver le bon vocable et expliquer en fait qu'est-ce qui fait la richesse en fait. Il y a une première dimension qui est clé en fait, c'est cette notion de diversité en l'occurrence. Qui est à la fois la longue liste des espèces que l'on prend. Là, on parle souvent de l'Israël à Prévert, en fait, des espèces forestières. Dans une forêt d'une petite surface, vous avez là à l'écran en fait un des inventaires qui a été fait dans la forêt de la Massane, qui est dans Languedoc-Roussillon, de côté des Pyrénées-Orientales en fait, et sur lequel on a une connaissance assez fine en fait des espèces, parce qu'il y a pratiquement 100 ans d'inventaire progressivement en fait qui a accumulé cette connaissance. Et au passage, d'ailleurs, je m'excuse, mais j'ai pas eu le temps de me remettre à jour le tableau, parce qu'en fait, le tableau que vous voyez là date de 2007, et aujourd'hui, il y a plus de 6300 espèces qui ont été identifiées, et notamment la réserve de la Massane est en train effectivement de décrire et d'inventorier un certain nombre de groupes qui sont souvent très mal connus en fait dans les forêts. Donc il y a d'abord cette liste-là, et puis après, ce qui est important aussi, c'est que c'est pas, le but, c'est pas d'avoir le plus grand nombre d'espèces. En fait, dans la notion de diversité, il est important d'avoir en compte en fait que ces espèces, elles ont des abondances relatives, et vous pouvez avoir effectivement un arboretum dans lequel il va y avoir un échantillon de chacun des arbres, ou un jardin botanique dans lequel il va y avoir une très grande diversité, et ça ne vous fait pas un écosystème, ça ne fait pas quelque chose qui est fonctionnel, et vous n'avez pas forcément, dans un écosystème naturel, vous avez des relations entre les espèces et des abondances relatives entre les espèces qu'il faut bien avoir en tête. Je vous cite là, vous voyez à peu près, donc vous avez dans quelque chose qui est relativement petit, hein, la Massane, ça fait à peu près 300 hectares, donc une toute petite partie est en réserve intégrale depuis longtemps. Vous avez déjà plus de 5000 espèces. Dans des grandes forêts, vous avez le chiffre de la forêt de Bellovisa
sur l'image de droite, en fait, vous avez plus de 10 000 espèces sur une surface qui, effectivement, va être assez grande, de plus de 20 000 hectares, par exemple. C'est le cas à Bialovezza, c'est le cas à Fontainebleau, etc. Des forêts qui ont été extrêmement bien protégées. Elles ont effectivement une diversité. Et cette diversité, ce qu'il faut le comprendre, c'est qu'elle est finalement assez peu enfin, pas que uniquement dans les espèces qu'on voit. Souvent, on connaît les mammifères, les oiseaux et les plantes. Ça fait voilà, 15-20% en fait, de la diversité des espèces. La grande diversité, elle est liée aux invertébrés, aux champignons qu'on connaît souvent très mal, qui peuvent être associés à des choses particulières comme le bois mort et les stades très matures, en fait, en l'occurrence, qui sont souvent très absents de nos écosystèmes. Deuxième élément, puisqu'on on qualifie souvent Valbonne et puis d'autres forêts de forêts anciennes, en fait, ça fait référence en fait à l'historique. Jean-Paul Mandat nous en a parlé tout à l'heure. Cet historique, il est notamment, alors il peut être vu comme nous l'a présenté, c'est très pertinent, Jean-Paul tout à l'heure, en fait, sur le très long terme, et notamment depuis la dernière glaciation, avec l'exemple de la présence en fait du hêtre et de la permanence en fait de la forêt à cet endroit-là. Elle est souvent analysée en fait sur un pas de temps beaucoup plus court, qui est un pas de temps plus historique. On a vécu jusqu'à la fin du 19e siècle, milieu du 10e siècle, enfin, du milieu du 19e siècle pour la partie nord de la France et fin du 19e siècle, voire début du 20e, pour la partie sud de la France, ce qu'on appelle un minimum forestier, c'est-à-dire que les déboisements pour l'agriculture, pour le pâturage, on conduit jusqu'au 19e siècle à quelque chose qui était des forêts très largement plus dégradées que ce qu'on a aujourd'hui, à la fois par des pertes de surface, une vraie déforestation. On avait à peu près une dizaine de pourcents de boisement, là où on en a 30 aujourd'hui, en l'occurrence. Et on avait aussi ces forêts qui restaient, en fait, étaient surexploitées. Quand Jean-Paul Mandin vous disait tout à l'heure que les taillés étaient coupés tous les 20 ans, parfois même en dessous, en fait, effectivement, on avait finalement des surfaces forestières qui produisaient du bois, certes, mais qui n'étaient pas du tout les écosystèmes complets qu'on espère, enfin, qu'on a commencé à récupérer maintenant, après un peu enfin, une période de répit, en fait, en l'occurrence d'exploitation forestière tout le long du XXe siècle, liée au fait qu'on se chauffait un peu moins au bois et qu'on utilisait d'autres sources d'énergie. Et donc, cette historique-là, il faut bien l'avoir en tête parce que, en fait, en termes d'impact sur la biodiversité, c'est assez clé. Ça va jouer sur un certain nombre d'espèces qui ne peuvent pas se réinstaller facilement sur des anciennes terres agricoles ou en tous les cas qui vont mettre des centaines d'années en fait pour revenir. Je pense entre autres que certaines, l'IF et la vigne font partie de celles-là. Dans un écosystème peu perturbé, elles vont pouvoir progressivement se réinstaller. Si on continue à perturber l'écosystème, effectivement, elles ne le seront pas. Donc, vous avez là une carte des forêts qui existaient en fait à la fin du XVIIIe siècle. C'est la fameuse carte de Cassini qui a été digitalisée en fait. Donc ça, c'est juste après la Révolution, il y a eu encore des déboisements, y compris d'ailleurs dans le Gard. Là, il y en a eu quelques-uns qui sont assez importants, avec des forêts de grande taille qui ont disparu. Et puis, on a maintenant, avec notamment ce que vous devez distinguer en vert clair, en fait, des forêts qui sont dites récentes, et qui se distinguent donc des forêts anciennes. La Valbonne, alors vous ne voyez pas très bien, mais la Valbonne, effectivement, dans le nord du Gard, là, c'est effectivement un de ces maillons, enfin un de ces îlots, en fait, noyaux de forêts anciennes qui, effectivement, ont traversé cette histoire-là récente. Cet élément d'ancienneté, même vu sur le très court terme, je vous l'illustre là par une forêt qui est pas du tout méditerranéenne, qui est belge en fait, mais c'est juste parce que l'esthétique en fait et l'espèce en fait qui souligne la différence entre ces deux parcelles qui sont à 100 mètres de distance en fait. D'un côté, à gauche, vous avez une forêt qui est une forêt récente. Les arbres ont le même âge. Vous avez une centaine, un peu plus d'une centaine d'années d'historique forestier, de présence de la forêt. Par contre, dans un cas, en fait, c'était une ancienne terre agricole du 19e siècle. Dans l'autre cas, c'était effectivement une zone qui a été boisée. Et vous voyez que sans qu'on ait rien fait, on a réinstallé des arbres, et donc les arbres sont gérés de la même façon. Par contre, vous voyez notamment par le sous-bois en fait, des différences assez significatives avec la présence de la jacinthe des bois, par exemple, qui sont des espèces qui vont mettre des centaines d'années à se réinstaller. Donc, c'est cet impact
cet impact en fait de notre empreinte humaine finalement, hein, y compris une empreinte qui peut être avec des méthodes agricoles et autres en fait passées qui étaient beaucoup moins fortes en fait que ce qu'on peut faire maintenant. Elle se voit encore très largement plusieurs centaines d'années après. En fait. Donc ça c'est important aussi en fait, c'est une deuxième dimension qui est intéressante. Et la troisième dont on parle quand on parle de forêt ancienne, c'est la maturité en fait de l'écosystème forestier, des arbres, en fait, de la partie aérienne. On parle beaucoup moins du sol là. Des arbres, éventuellement d'ailleurs, donc de la présence de très gros arbres, de la présence de bois morts, puisque dans le cycle de vie, on l'oublie souvent, mais dans nos forêts françaises qui ont été justement, qui sortent de cet historique dont je vous parlais, mais effectivement, des très très vieux arbres et de la présence de bois morts sont quand même encore des lacunes en fait par rapport à ce qu'on a. Enfin, ce qu'on devrait avoir en fait en l'occurrence. Et c'est souvent en plus gommé par, notamment en Méditerranée, le fait qu'on pense que des gros arbres, c'est pas possible. C'est juste, on a l'habitude de voir que des taillis, ou une majorité de taillis ou de forêts jeunes, de forêts récentes et jeunes, et avoir des chaînes de 130 de diamètre, en fait, malgré des fertilités très basses, des hauteurs dominantes du peuplement relativement faibles, bah, effectivement, ça paraît totalement impossible. Sauf que ça existe, en fait, et c'est effectivement cette histoire forestière qui nous l'a gommé. Alors, juste quelques éléments de chiffres. Aujourd'hui, ce qu'on appelle des forêts âgées, quand on regarde ça, ce que les statistiques forestières générales, hein, je ne parle pas de haut lieu, là, en fait, on est dans quelque chose qui représente à peu près 1% de la surface forestière française qui peut être considérée comme âgée. Et plus on va descendre en zone méditerranéenne et notamment en basse altitude, ces zones âgées, on va les retrouver en montagne essentiellement. En fait, c'est en zone méditerranéenne et on en retrouve un petit peu en Corse, principalement en Corse, et beaucoup moins en Languedoc-Roussillon ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, on a entre 2010 et 2013 en fait travaillé justement à essayer de faire comprendre à partir de ces critères et puis de quelques autres en fait effectivement comment on pouvait identifier des hauts lieux forestiers en Méditerranée et voir un petit peu comment ces paramètres-là s'exprimaient, être en capacité d'ailleurs de les comparer aussi avec des hauts lieux de naturalité qu'on connaît et qui sont identifiés par ailleurs en France ou en Europe. Et donc ça a conduit à une étude enfin deux études, une dans le bassin méditerranéen et une spécifiquement sur la France, hein, dont vous voyez les résultats à droite, qui ont justement cherché à décrire alors, les hauts lieux. Alors, je voudrais juste, parce que tout à l'heure, il y a eu dans deux présentations en fait, une carte qui a été montrée, je ne sais pas quelle est l'origine, où il y avait référence à cette étude-là en marquant forêt de naturalité moyenne. En fait, la Valbonne n'est pas une forêt de naturalité moyenne, c'est une forêt extrêmement intéressante en fait, de ce point de vue-là, dans le contexte des forêts méditerranéennes du bassin. Par contre, effectivement, dans notre analyse, les sites que vous voyez là qui ont inventorié une cinquantaine de sites dans les 15 départements méditerranéens de la France, en fait, Corse comprise, effectivement, dans notre échantillon, elle s'intègre en fait dans la moyenne de l'échantillon. C'est pas les plus remarquables. Celles qui sont les plus remarquables sont souvent à des altitudes un peu plus importantes, dans le Laétré, mais à des altitudes un peu plus importantes. Et puis surtout, l'élément discriminant, c'est effectivement cette question de maturité. Et ça, c'est la question de la maturité, elle découle de l'historique que vous a présenté Jean-Paul Mandin tout à l'heure. Et effectivement, il y a quelques zones, notamment dans les Pyrénées-Orientales, en Corse, etc., qui sont un peu plus âgées, qui sont plus structurées. Ça ne veut pas dire que la Valbonne ne peut pas se décaler sur ce schéma à droite, hein, à la fois sur la droite et sur la partie basse en fait, du site. Au contraire, il y a un potentiel énorme de réensauvagement ou de maturation en fait, de cet écosystème et ça sera bénéficierait à beaucoup d'espèces. Par ailleurs, au-delà de l'Aétré qui a été cité, c'est vrai qu'il peut être comparé à d'autres sites comme l'Aétré de la Massane ou de la Sainte-Baume qui sont effectivement un peu plus haut en altitude et un peu plus structurées, un peu plus anciennes, un peu plus matures, pardon. Alors, en l'occurrence, je pense que c'est intéressant aussi de comparer certaines parties de la Valbonne à ce que pourrait devenir ou comment on pourrait maturer en fait la chênaie verte et la chênaie blanche. Et pour ça, vous avez deux exemples. Un qui n'est pas très loin, qui est la forêt
du bois de paille-olive, un peu plus au nord, et puis celle de la chênaie verte du Fango en Corse, en fait, qui montre très bien que le chêne vert, ce n'est pas que des taillis, et ça peut aussi devenir des zones pas forcément très âgées, mais en tous les cas avec des très gros arbres et des forts intérêts naturalistes. Alors, quelques perspectives, je ne sais pas si je suis dans les temps, vous me dites en fait si je dois raccourcir, mais peut-être quelques perspectives en fait d'un point de vue de la gestion. Effectivement, on parle de changement climatique aussi. Aujourd'hui, la forêt française, d'une façon générale, je ne parle pas que de la Valbonne, hein, elle est effectivement au carrefour de 3 discussions ou 3 crises, en fait, en l'occurrence, qui sont importantes. Alors, une crise climatique hein, qui touche la forêt méditerranéenne depuis quelques années maintenant. Mais finalement, c'est la forêt méditerranéenne qui est la mieux adaptée à ces changements climatiques, à cet allongement de la période de sécheresse, puisque ça fait partie de ses caractéristiques. Et on en parle plus récemment maintenant, et notamment dans les médias, parce que effectivement, c'est la partie nord de la France qui commence à avoir des impacts en fait, de ce changement climatique, avec effectivement des dépérissements, notamment des dépérissements de monocultures qui n'étaient pas implantés aux bons endroits. Il y a aussi une crise, et ça, je pense que ça fait partie... le cas de la Valbonne et des discussions et des oppositions et des pétitions qu'il y a eu autour de la Valbonne en fait montre bien qu'il y a aussi une crise, une discussion ou un dialogue en tous les cas qui est difficile entre forestiers et société. En certain nombre, je ne mets pas tous les forestiers dans le même panier en fait en l'occurrence, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui en sont préoccupés. Mais il y a besoin effectivement de clarifier un certain nombre de positions sur ce qui était présenté d'ailleurs au tout début par Léa sur notamment un certain nombre de points de changement de la stratégie forestière ou de la gestion forestière par rapport à l'énergie, à l'utilisation de l'énergie et son rôle par rapport au changement climatique, par rapport à des questions de gestion comme les coupes rases ou ce genre de choses en fait qui sont des actes qui choquent les gens pour des bonnes raisons et sur lesquels les forestiers ont du mal à dialoguer avec la société. Et puis il y a un élément lié à la nature en tant que telle, avec des biodiversités quand même, une partie de la biodiversité qui certes est peut-être mieux en meilleures conditions en fait qu'il y a un siècle et demi, dans le minimum forestier dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui quand même a un certain nombre d'espèces qui sont menacées. C'est en meilleure position qu'il y a un siècle et demi, c'est en meilleure position que les milieux agricoles aussi, si on fait un constat, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire en forêt. Et effectivement, le but de protéger mieux et plus, en fait, en l'occurrence, la forêt et les forêts les plus remarquables reste quand même quelque chose qui est totalement dans l'agenda politique, y compris français et européen, avec des objectifs effectivement de protéger, y compris de façon stricte, jusqu'à 10% de la surface forestière. Et on peut pour ça innover, utiliser un certain nombre d'outils en l'occurrence. Alors, je vais passer celle-là, juste pour vous dire justement que ces outils-là, en fait, ils sont de différentes natures. Sur une forêt comme Valbonne, en fait, c'est suffisamment grand, certes, mais c'est suffisamment petit aussi pour dire que finalement, l'objectif principal d'une forêt remarquable de cette nature-là, elle est quand même d'être protégée relativement strictement. Enfin, c'est ça qui doit primer, d'autant plus que dans le contexte du changement climatique, les gestions, en tous les cas, les sylvicultures qui peuvent être faites, si elles ne le veulent pas avoir d'impact négatif en fait sur le dépérissement des arbres et la biodiversité, il faudra qu'elles soient extrêmement prudente en fait et extrêmement progressive. Dans le contexte aujourd'hui où effectivement on parlait de la SAP tout à l'heure ou de la SCAP, de la stratégie air protégé, on cherche à augmenter la surface en fait d'air protégé. Il est clair que des forêts comme la Valbonne doivent être proposées en fait dans ces protections supérieures. On vise aujourd'hui, enfin la France et l'Europe aussi d'ailleurs, l'Union européenne aussi vise en fait à protéger de façon faibles, en fait, en l'occurrence par des systèmes de protection faibles, à peu près 30% de son territoire. C'est notamment des zones d'adhésion des parcs nationaux, des zones de parcs naturels régionaux, mais de façon forte, en fait, avec le moins d'impact possible, et que ça peut donner lieu à notamment des réserves intégrales ou des cœurs de parcs nationaux, à peu près 10% de la surface du territoire. Aujourd'hui, en forêt uniquement, et en métropole uniquement, on est à 1,3%
uniquement. Donc on est encore loin de ce 10%, et il y a une marge de manœuvre, notamment en Méditerranée, notamment à basse altitude, qui effectivement plaide tout à fait pour effectivement protéger la forêt de Valbonne. Il y a d'autres moyens, et notamment des objectifs que l'ONF s'est fixé avec d'autres outils de mise en place de réseaux de vieux bois, réseaux d'îlots de sénescence et de vieillissement, qui peuvent aussi servir à ce genre de choses, ou voire même la protection d'arbres isolés qui ont un intérêt pour la biodiversité, la protection du bois mort également. Mais bon, dans ce contexte, c'est plutôt dans un contexte de gestion productive de bois. Dans le contexte de la Valbonne, c'est vrai que la question de la mise en place d'une réserve, et une réserve que ce soit naturelle ou biologique, en fait, au sens de l'ONF, se pose tout à fait. Voilà, en quelques mots, j'espère que je n'ai pas été trop rapide, vous trouverez certains autres éléments en fait, pour aller plus loin en fait, dans un certain nombre d'ouvrages et de colloques qui ont discuté de ces problématiques, hein, en l'occurrence, ces dernières décennies. Merci beaucoup, Monsieur Valory. On a 5 minutes pour poser des questions. C'était très, très, très intéressant. Merci beaucoup. Patrick, est-ce qu'on a des questions? Alors, on a une question de Pascal Jodon, toujours une question sur la génétique. Et donc, il demande si des analyses génétiques comparatives ont été faites entre les hêtres, cette fois-ci, et donc ceux de Valbonne, ceux de la Massane dans les Pyrénées-Orientales, ceux de la Sandbaume, et puis aussi les traits de Normandie et du Nord. Et pour le coup, est-ce qu'on peut parler de sous-espèces méditerranéennes ou de spécialisation adaptative dans la zone méditerranéenne? Alors, je ne pourrais pas répondre particulièrement sur le hêtre. En fait, il y a effectivement un laboratoire de l'INRA qui est basé dans les Landes, en fait, qui a fait un certain nombre de prélèvements sur. Jean-Paul Mandin précisait tout à l'heure qu'effectivement, il y a une zone qui a été identifiée à Valbonne, en fait, mais de la même façon à la Sainte-Baume et à la Massane, et puis dans d'autres zones de France, en fait, pour faire des prélèvements de graines en vue de produire des peuplements et en vue de produire des plants, en fait, pour être installés ailleurs. Ça, c'est intéressant. En l'occurrence, c'est d'autant plus intéressant, et ça devient d'autant plus crucial avec les changements climatiques, où on cherche, où les forestiers ou les chercheurs, en fait, essayent d'étudier effectivement la capacité d'adaptation d'un certain nombre de génotypes, d'arbres, en fait, qui sont plutôt adaptés déjà à des zones relativement plus au sud, pour les réinstaller ou pour aider. Alors, on parlait de migration assistée, on pourrait y revenir tout à l'heure, c'est un sujet un peu compliqué, mais qui permettrait en fait d'aider un certain nombre d'espèces à progresser vers le nord, en fait, plus rapidement que ce qu'elles pourraient faire, alors que le changement climatique va être très rapide. Aujourd'hui, je sais qu'il y a eu des prélèvements. Par contre, c'est vrai que dans les utilisations, il y a des utilisations des hêtres de la Sainte-Baume qui ont été faites, effectivement. J'en connais pas mais je me trompe, j'ai peut-être pas l'information qui auraient été faites liées à Valbonne, en fait, en l'occurrence. Mais alors, donc, en l'occurrence, c'est vrai que la comparaison, je pense qu'elle existe. Je pourrais essayer de vous la rechercher par les études de l'INRA d'il y a une dizaine d'années, qui avait effectivement analysé les différentes populations du sud de la France du hêtre. Patrick, ton micro est coupé. Donc, une question de Didier Hainaut qui demande si les nouvelles forêts sont constituées de différentes essences, ou bien de plantations de pins, ou d'une seule essence plantée exclusivement pour l'exploitation. Donc, sur la notion de nouvelles forêts. Alors, oui, les forêts. Alors, quand je vous montrais la carte historique, en fait, effectivement, les forêts qui sont apparues sur terre agricole ou terre pastorale, en fait, depuis, en gros, le XXe siècle, pour une grande partie, et puis qui continue maintenant un petit peu, là. On a aujourd'hui encore un rythme de croissance, en fait, de la surface forestière d'à peu près entre 50 et 70 000 hectares par an, en fait. Ça se fait généralement, la grande majorité s'est faite par finalement abandon de l'espace agricole et colonisation progressive, c'est d'enfrichement, et puis c'est des choses qui après deviennent, au bout d'une trentaine d'années, des forêts que les forestiers commencent à gérer. Après, donc ça c'est la dominante. Par contre, c'est vrai que ce qui en surface, par contre, dans un certain nombre de contextes, il y a eu des actions très volontaristes pour des raisons différentes. Je vais vous prendre deux exemples.
de reboisement, et de reboisement avec des monocultures, avec effectivement des essences. Je vais vous prendre deux exemples. Un qui touche au sud et qui est ancien, c'est la fin du 19e siècle, c'est tous les reboisements dits de restauration des terres en montagne qui, dans les Cévennes, dans les Alpes du Sud, en Pyrénées, etc., ont cherché à protéger de l'érosion des sols qui avaient été dégradés par-dessus surpâturage. Donc, pour une partie, ces forêts, elles ont maintenant une centaine d'années, elles sont en train de se rediversifier. Et l'autre, qui est plus récent, c'est toute la politique à partir des années 60, en fait, d'enracinement ou de développement de la polyculture dans les fonds de vallon, là, dans les fonds de vallée, en l'occurrence, qui avait clairement pas du tout le même but, qui était vraiment un but de production. Et c'est ça qu'on retrouve, et c'est ça qui est dans le débat aujourd'hui d'ailleurs, et en l'occurrence, dans des territoires comme le Morvan, comme le plateau des Nuits de Vache, un certain nombre de zones qui effectivement ont été très largement enracinées, et sur lesquelles il y a débat aujourd'hui sur la gestion, parce que, alors d'abord parce que c'était enraciné, mais surtout parce que maintenant ces peuplements, la plupart du temps dans le Morvan, on commence à avoir 40, 50 ans et commence à rentrer en exploitation, et notamment par des exploitations sous forme de coupe rase de grande surface sur lesquelles les populations s'opposent en fait, en l'occurrence, et qui ont un impact assez fort. Donc effectivement, tout le débat, et notamment si le débat vu par un certain nombre de reportages télévisuels et autres en fait, sur ces sujets-là qui sont brûlants, peut pas m'amener à penser que la proportion que je vous donne en fait est un peu inverse, c'est-à-dire que en gros le problème c'est les monocultures. En dehors des Landes, qui est une monoculture installée très, très, très claire en fait, pour des raisons de production, c'est vrai que ces problèmes d'accroissement de la monoculture ou de reboisement à l'identique, en fait, ils sont quand même ils sont régionalisés. Et c'est pas des choses qui concernent en fait le Gard, par exemple, en l'occurrence, ou même le sud de la France. C'est plutôt, voilà, je vous l'ai dit, plateau des Nuits de Vache, Limousin, Morvan, un certain nombre de zones sur lesquelles il y a effectivement une exploitation accrue ces dernières années, et une volonté de reconstituer parfois le modèle à l'identique sans avoir compris. Et c'est ce qu'on voit dans les dépérissements du nord-est de la France, hein, sans avoir compris que ce modèle-là, il est très sensible au changement climatique. Il n'est pas économiquement si intéressant que ça, et écologiquement, c'est une catastrophe. Alors après, on a une question plus générale, je pense qu'on la traitera plutôt dans le débat après. Et pour le coup, je passe la parole à Monsieur Mandin, le président de la Société botanique d'Ardèche. Oui, vous m'entendez là? Oui. Bon, oui, je voulais dire deux choses là à propos des haies méditerranéennes. Ça a commencé à être étudié il y a longtemps, puisque j'ai sous les yeux un article de Thiebaud de l'Institut botanique de Montpellier qui date maintenant de 40 ans, hein, qui disait: existe-t-il une haie méditerranéenne distincte des autres forêts de hêtres en Europe occidentale? La réponse était oui, mais il y a 40 ans, il n'avait pas encore tous les outils de la génétique actuelle. Et donc, je ne sais pas ce que ça a donné, s'il y a eu des génotypages généralisés ou pas. Ça, je ne sais pas, ça c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est que à Valbonne, Daniel Valory l'a dit tout à l'heure, on a une forêt ancienne, mais on n'a pas une forêt très vieille, parce qu'il y a quand même eu des coupes relativement fréquentes, et les plus vieux arbres que l'on peut trouver ont de l'ordre de 150 ans. Mais d'autre part, il y a des zones, on en parlait, des zones de chênes verts, des peuplements de chênes verts qui sont des futaies sur souche relativement anciennes, et qui demandent, relativement anciennes, c'est-à-dire 80-100 ans, et qui demandent qu'à vieillir. Donc il y a des potentialités de devenir une forêt vieille, ancienne, en plus d'être une forêt vieille et ancienne, qui sont tout à fait intéressantes à Valbonne, si on décide de passer à une mise en réserve intégrale. Tout à fait. Et dans un contexte qui est extrêmement particulier parce que c'est vrai qu'à basse altitude en Méditerranée, on a très très peu de choses, hein. Ça a été, l'ensemble des forêts ont été utilisées, déboisées, pâturées, et donc effectivement, c'est beaucoup plus rare que quand on regarde, je sais pas, on serait dans les Hautes-Alpes ou d'autres zones en fait, où effectivement il y a un peu plus
il y a moins de rareté en fait sur une naturalité équivalente. Là, c'est vraiment très très remarquable. Je vois par rapport à la génétique, là, je vois que dans l'ONF, Cécile Leroy en fait mentionnait que ça faisait pas que la hêtraie de la Valbonne faisait partie du projet Juno. Donc effectivement, il y a eu de la même façon que la Sainte-Baume et la Massane en fait, un certain nombre de graines qui sont commencées à être utilisées en fait pour voir comment ça s'adapter. Donc à nouveau, l'étude génétique, elle a été faite. Il faudrait que je recherche effectivement. Je sais que sur la Sainte-Baume, que je suis plus particulièrement, parce que je suis à Marseille, je fais partie du comité scientifique du parc, en fait. En l'occurrence, effectivement, il y a eu une identification très claire en fait, de cet historique par la génétique. Il faudrait que je vérifie sur la Valbonne ce que ça a donné. En fait. Voilà, je voudrais préciser, là, tu disais basse altitude, les points les plus bas de la forêt domaniale sont à 75 mètres d'altitude, hein, c'est-à-dire on est très très bas, beaucoup plus bas que la Massane, beaucoup plus bas que toutes les autres hêtraies. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Patrick, il n'y a plus de questions? Plus de questions, non. Ok, merci.